Monsieur Jérôme Fourquet, bonsoir, merci d'être venu. Vous êtes né au Mans en 1973, c'est dire si vous êtes jeune, et vous avez fait de brillantes études, finalement, à l'Institut d'études politiques de Paris, entre autres. Vous avez travaillé dans deux grands instituts de sondage successifs, CSA et l'IFOP, c'est bien ça, que tout le monde connaît, puisque tout le monde regarde les talk-shows politiques à la télévision, dont vous êtes un familier. Notamment, c'est dans l'air. Vous avez séduit Caroline Roux. Je vous laisse la responsabilité. Vous êtes un cadre très important de l'IFOP, et vous y dirigez, si je ne me trompe pas, le département opinion et stratégie d'entreprise. Voilà. Vous êtes, depuis le début d'ailleurs, spécialisé en géographie électorale. Vous avez publié depuis 2010 de très nombreux ouvrages, une trentaine si j'ai bien compté. Le premier que vous avez rédigé au sein de la Fondation pour l'innovation politique en 2010, c'était « Dette publique, inquiétude publique », titre évidemment qui parle de lui-même. Vous avez aussi, dans le sens des cartes, étudié la géographie, je ne crois pas tout cela, il n'est pas là, dans le sens des cartes, étudié la géographie des votes à l'élection présidentielle de 2012. Puis, à l'occasion des européennes de 2014, vous avez publié La gauche en miettes et un autre livre qui s'appelle « Poussée du FM, recul de l'UMP ». Là, vous étiez prévisionniste. Et vote breton. Vous aviez ajouté vote breton. Ça m'intrigue beaucoup, je n'ai pas lu ce livre, mais je vais me le procurer très vite d'ailleurs. Vous n'êtes pas breton d'origine, puisque un peu de cœur. Avec Hervé Lebras, que nous avons reçu ici, vous avez écrit aussi La religion dévoilée, nouvelle géographie du catholicisme. Thème, d'ailleurs, qu'on retrouve de manière importante dans l'archipel français et je viens de découvrir, excusez-moi, À la droite de Dieu. Voilà, c'est un autre bouquin qui traite, comme son nom l'indique, donc des catholiques et de la politique. Vous avez publié plusieurs études avec un monsieur Simon Manternac, qui est votre complice au sein de Jean Jaurès, notamment sur les élections départementales de 2015, puis sur les élections régionales de 2016, sans oublier un livre titré « L'an prochain à Jérusalem », dans lequel vous analysez la situation et la position des Juifs français face à l'antisémitisme. Avec Hervé Lebras encore, vous avez publié en 2017 Le puzzle français, qui en quelque sorte annonçait votre archipel, dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et tout récemment, vous avez écrit Les Gilets jaunes, révélateurs fluorescents des fractures françaises, avant donc de publier L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, qui est une étude sociologique et politique extrêmement détaillée, dont vous êtes venu nous parler ce soir. Dans ce livre, vous constatez qu'en quelques décennies, tout a changé. Cette France des Gilets jaunes, pour reprendre votre expression, n'a plus rien à voir avec la nation une et indivisible qui, selon vous, était structurée par un référentiel culturel commun dans sa matrice que vous dénommez catho-républicaine. Sécession des élites, dites-vous, autonomisation des catégories populaires, formation de ce que vous appelez un réduit catholique, instauration d'une société multiculturelle avec dislocation des différences culturelles communes que vous caractérisez notamment, et c'est très intéressant, je vous avais entendu là-dessus, et ça m'intéresse que vous assistiez ce soir là-dessus, diversification des prénoms. Bref, la société française n'est plus la nation que j'ai moi-même cru connaître dans mon enfance et ma jeunesse, que vous avez connue aussi. Pour reprendre votre image de géographe, elle est devenue un archipel de centaines d'îles sociales s'ignorant les unes et les autres, avec évidemment la grande difficulté, sinon la possibilité, d'agréger les intérêts particuliers au sein de coalitions larges et ce qu'a démontré, d'après vous, l'élection présidentielle tout à fait inattendue de 2017 et ses suites. Je ne vais pas me livrer ici à une critique de votre point de vue, puisque c'est vous qui allez nous en parler, mais j'aimerais faire une remarque. Nous sommes une génération moderne au sens philosophique, en ce sens que notre pensée, nos raisonnements en matière politique sont issus des Lumières, du raisonnement conduisant les hommes au contrat social, à se doter de lois pour vivre ensemble. Ceci nous conduit par ailleurs à nous projeter tous, plus ou moins individuellement ou ensemble, dans les avenirs plus ou moins proches. Nous sommes en quelque sorte dans le projet plus ou moins commun. En tout cas, il est l'objet de nos débats, notamment politiques.
Eh bien, succédant à cette modernité, divers penseurs, dont Jean-François Lyotard, le plus célèbre, mais aussi notre ami Michel Maffezoli, qui est venu plusieurs fois au Forum, ont proclamé la postmodernité. Il y aurait eu, selon eux, d'abord la prémodernité, dans laquelle le sort des hommes dépendait à leurs yeux uniquement du ou des dieux, puis la modernité, quand les hommes ont décidé, ou plus exactement redécidé, car les Gréco-Romains nous avaient précédés dans la même religion, de fixer par eux-mêmes, par la raison justement, les règles de la vie commune et par le projet son évolution. Enfin, nous serions donc entrés, d'après eux, dans cette postmodernité, dans cette ère postmoderne dans laquelle l'émotion remplace en partie la raison et le souci de l'immédiat se substitue à celui du futur. C'est l'ère, disent-ils, des tribus, des groupements temporaires autour d'une croyance nouvelle, d'une musique, du charisme d'un homme, avec d'ailleurs tous les risques que ça peut comporter. J'ai posé aux tenants, souvent, de cette postmodernité, je leur ai posé la question de l'organisation de la société qui permet quand même, bien que séparée en tribus temporaires, comment on organise le vivre ensemble pour eux, sans vraie réponse de leur part. Nous n'avons jamais été, pour reprendre votre métaphore, une société complètement continentale. Nous n'avons jamais formé un continent uni, une sorte de Pangée, pour reprendre des termes géologiques initiaux. Elle a toujours été diverse. Il y a toujours eu des professions, des catégories socio-professionnelles, des religions, au sens étymologique du mot, religarés, reliés, des groupes ethniques même, qui grâce notamment aux corps intermédiaires, aux syndicats, aux partis politiques, parvenaient à co-écrire un contrat social, le faire fonctionner et le réviser. L'image de l'archipel, M. Fourquet, est très élégante. Signifie-t-elle qu'à vos yeux, vous le laissez un peu entendre, ce ciment du contrat social est beaucoup moins solide, qu'il a du mal à prendre. Les îles de votre archipel, nécessairement, se déforment, certaines disparaissent. Ainsi d'ailleurs, pour aller dans votre sens, les églises catholiques se vident, mais les lieux de célébration des divers monothéismes, les chapelles nouvelles se créent. Il faudrait un ciment politique adaptatif en quelque sorte. Excusez-moi d'être un peu provocant, mais votre étude remplie de statistiques et de graphiques si minutieuse est en elle-même une provocation à de multiples approfondissements. Je vous passe donc la parole pour être son avocat. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour votre invitation de votre ville de Nîmes. Donc dans le délai imparti, je vais essayer de vous résumer les grandes thèses, les grands thèmes que j'essaie de développer dans ce livre, L'Archipel français, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Ce livre, il avait comme ambition d'essayer de faire un tour d'horizon de la société française telle qu'elle est aujourd'hui, loin des tabous, sans faire d'impasse, en regardant la vérité en face et en s'appuyant sur différentes sources documentaires. Donc, M. Matou qui a rappelé que je travaillais à l'IFOP, donc j'avais sous la main pas mal de données de sondage qui sont toujours intéressantes pour mesurer les valeurs, les croyances, les opinions, les attitudes de nos concitoyens. Mais tout ça ne suffit pas. Le sondage a comme défaut d'être dans l'âme un peu jacobin, c'est-à-dire qu'on fait des échantillons de 1000 personnes qui sont interrogées partout en France depuis Paris, mais descendre ensuite au niveau régional ou infrarégional quand on a un échantillon de 1000 personnes, c'est souvent compliqué. Or, comme on essaie de le montrer dans le livre, la question géographique, la question territoriale est aujourd'hui très très importante pour comprendre bon nombre des évolutions ou des mouvements qui secouent la société française. Dernière date, la crise des Gilets jaunes a bien montré cette dimension géographique avec le degré de dépendance à la voiture, le prix des carburants. Donc il fallait, à côté des sondages, aussi mobiliser d'autres outils comme la cartographie et l'analyse géographique. Et puis enfin, troisième source documentaire sur laquelle nous nous sommes appuyés de manière plus originale, c'est l'étude des prénoms. Il y avait une branche de l'histoire qui travaillait sur l'anthroponymie, qui est plutôt l'étude des noms de famille, mais il y avait également un certain nombre d'historiens, de sociologues qui s'étaient penchés sur la question des prénoms au fil du temps, puisque le prénom est un formidable révélateur ou un condensateur
beaucoup d'influences culturelles, religieuses ou autres, ou sociales également. Et donc, travailler sur l'étude des prénoms dit aussi beaucoup sur la société française aujourd'hui, mais sur ses évolutions. Alors pour ce faire, on s'est appuyé sur un fichier de l'INSEE qui recense depuis 1900 l'ensemble des naissances intervenues en France. Alors on est la France hexagonale, il n'y a plus les anciens territoires coloniaux. Donc l'ensemble des naissances depuis 1900, année après année, département par département. Et pour chaque naissance, il y a le premier prénom qui a été donné à l'enfant qui est né. Et donc ça fait un corpus de plus de 80 millions de prénoms donnés et de naissances, donc du coup depuis 1900. Et c'est ça aussi qu'on a passé au tamis pour essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Au terme de ce travail, il nous est apparu relativement rapidement que l'état de la société française était assez proche de celui d'un archipel, c'est-à-dire qu'on a atteint un niveau de fragmentation qui est sans précédent. Fragmentation géographique, culturelle, sociale, identitaire, affinitaire, on y reviendra. Bien évidemment, il ne s'agit pas de déplorer un âge d'or révolu où on aurait une société française une et indivisible. On sait notamment dans des régions comme les autres ce que pouvait vouloir dire le conflit religieux, par exemple, mais nous avons acquis la conviction que ce degré de fragmentation aujourd'hui est sans précédent par rapport à ce qu'on a connu historiquement. Comment cela s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? L'hypothèse qu'on place au centre du livre est celle d'une implosion ou d'un délitement de ce que j'ai appelé les matrices structurantes qui ont donné sa consistance et sa cohérence à la société française sur la longue durée, et notamment dans sa dimension politique, mais pas seulement. Cette société française, elle s'est structurée, quand on y regarde de plus près, de manière générale, sur l'affrontement entre ce qu'on peut appeler le bloc catholique et puis le bloc laïque et républicain. C'est ça qui a donné son équilibre sur la longue durée à la société française. Dans l'introduction du livre, je reprends les travaux d'un historien qui s'appelle Dupeux, qui travaillait sur le Front populaire. C'est intéressant puisque c'était une période éminemment politique. Et lui regarde la carte des votes en faveur du Front populaire, et puis en faveur aussi du coup en creux des partis conservateurs, et il s'interroge sur de quoi cette carte est-elle le nom, ou dit autrement, qu'est-ce qui la structure. Et alors, il écrit ce livre dans les années 50, il part du constat ou de l'hypothèse que tout ça est lié aux classes sociales. Et donc il a en tête le fait qu'en 1936, il y a les élections, mais quelques mois après, il y a les plus grandes grèves ouvrières que la France ait connues. Et donc il dit, derrière tout cela, la France du Front populaire, le vote pour le Front populaire, c'est la résultante de la structuration des classes sociales, de leur dispersion sur le territoire national. Et donc il met en regard cette carte du vote pour le Front populaire avec la carte départementale de la proportion d'ouvriers dans chacun des départements français. Et il constate que les deux cartes sont très loin de coïncider, de converger, et que s'il y a éventuellement et effectivement un certain nombre de ressemblances, on a aussi des anomalies très nombreuses qui empêchent de statuer en dernier recours pour dire que c'est bien le poids des classes sociales qui a fait ce vote. Alors il en essaye une autre, qui est celle de ce qu'on appelait à l'époque les cultivateurs, les agriculteurs qui étaient très nombreux dans la France des années 30. Et si là c'est peut-être le négatif du vote pour le Front populaire, c'est-à-dire que plus un département sera agricole, et moins le Front populaire aura fait de voix. Sauf que ici, dans ce Midi rouge et viticole, ou ailleurs en Limousin, nous avions des territoires ruraux et agricoles qui étaient historiquement ancrés à gauche. Et donc, sa carte ne fonctionne pas. Et de fil en aiguille, il arrive à exhumer une autre carte qui, elle, colle beaucoup mieux, qui est la carte de la religion, de la pratique de la religion catholique, département par département, dans les années 30. Et celle-là, elle est le symétrique inversé quasi parfait du vote en faveur du Front populaire,
Et donc du coup, elle colle très bien à la carte du vote pour les partis de droite. Et donc c'est bien, on le voit, alors même que 36 est une élection éminemment politique, à un moment, j'allais dire peut-être paroxystique de l'affrontement gauche-droite en France, qu'en dernière instance, c'était un soubassement anthropologique ou religieux qui structurait cet affrontement. D'ailleurs, quand Maurice Thorez, le grand leader communiste, prononce un discours qui est resté célèbre durant cette campagne, le discours de la main tendue, il commence par dire « Je m'adresse à toi, le catholique ». Donc pour lui, instantanément, spontanément, l'adversaire premier auquel il pense est le catholique. C'est pas le bourgeois, c'est pas le paysan, c'est le catholique. Et donc c'est cette matrice-là qui a permis que, en positif ou en négatif, différents groupes sociaux, avec des attaches régionales différentes, des physionomies différentes selon les territoires, fassent bloc commun et communisent, en jeu de mots, dans la même vision du monde. Typiquement, le vote pour le Front populaire, c'est à la fois des vignerons et SFIO du Languedoc, des mineurs ou des métallos du Nord ou de la Lorraine, mais également des petits fonctionnaires ou des instituteurs radicaux socialistes du Grand Ouest ou d'ailleurs. Et tout ça tient ensemble dans une coalition électorale, notamment via le ciment de la laïcité, de la défense de la République contre la France catholique. Nous avons vécu là-dessus jusqu'au début des années 80. De par la force des habitudes, le poids des appareils partisans, l'imprégnation dans les esprits de ce clivage gauche-droite, tout ça a tenu, alors même que la société française changeait en profondeur. Le premier changement, et celui qui a, à mon avis, déstabilisé le plus durablement l'édifice, c'est le phénomène de déchristianisation de notre société et du coup de dislocation du pilier ou de la matrice catholique. Alors, bien évidemment, on ne nous a pas attendu pour analyser le phénomène de recul de l'influence du catholicisme en France. Tout ça est très ancien. On en trouve des traces dès le XVIIIe siècle en Île-de-France, par exemple. Mais, et Marcel Cochet, en 83, déjà, écrit un livre qui s'appelle « Le désenchantement du monde », où il théorise un processus de sortie de la religion. Sauf que nous sommes 35 ans plus tard, et que de manière un peu provocatrice, on pourrait dire que nous sommes arrivés aujourd'hui au stade terminal de la déchristianisation de la société française. Alors, pour s'en convaincre et pour en prendre l'ampleur, on peut regarder différents chiffres, différentes sources de données, au premier rang desquelles, je vous ai parlé tout à l'heure des sondages. Donc l'IFOP est une maison un peu ancienne, donc le privilège d'avoir des archives. Et quand on regarde des enquêtes qui sont réalisées au début des années 1960, donc à la veille de Vatican II, nous avons encore 35% de Français qui déclarent aller à la messe tous les dimanches ou plus. On a reposé à l'identique cette question il y a 3-4 ans, on est à 5 ou 6% aujourd'hui. Donc on est passé de 35% de catholiques pratiquants, de messalisants, comme on dit en sociologie religieuse, à 5 ou 6% aujourd'hui. Alors, plusieurs remarques sur ce point précis. Certes, dans les années 60 déjà, les catholiques pratiquants étaient minoritaires. 35% c'est une minorité. Mais, comme on dirait au CAC 40, 35% vous êtes une minorité de blocage importante. Et donc ça veut dire que vous avez un poids qui est encore prépondérant, ça veut dire que vous êtes majoritaire dans toute une série de milieux, dans certains territoires, et donc que vous êtes une des principales composantes de la société française. À 5 ou 6%, votre poids n'a plus rien à voir et votre influence est considérablement diluée. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est, on le voit dans le livre sur d'autres plans, on y reviendra tout à l'heure, la vitesse avec laquelle ces évolutions, ces changements sont intervenus. C'est-à-dire, années 60 à aujourd'hui, c'est 50 ans. Alors, sur une vie d'homme, c'est beaucoup, mais c'est 2 générations, et pour un historien, c'est très peu. Quand vous voyez l'ampleur de ces basculements, c'est très fort. Et donc, ce catholicisme, donc, il est aujourd'hui très fortement en perte de vitesse. Alors, ça se mesure bien évidemment au taux de remplissage des églises le dimanche, mais ça va bien plus loin que cela. C'est là qu'on peut, par exemple, convoquer une première fois l'étude des prénoms
pour l'illustrer. Je dis que le fichier de l'INSEE remontait à 1900. Et donc on a regardé au hasard quelle était l'occurrence du prénom Marie parmi les naissances de petites filles au cours du siècle passé. En 1900, une petite fille sur 5 qui naît en France va s'appeler Marie, en général se fera baptiser Marie, puisque c'est Marie en général, c'est catholique. C'est 1 sur 5, donc ce qui est énorme. Et ça, c'est au plan national. Dans des départements, certains départements, le Grand Bassin parisien par exemple, on est déjà qu'à 10%. Mais dans d'autres départements très catholiques, le Finistère, les Vosges, la Haute-Loire, on est à quasiment une petite fille sur 2 qui, quand elle naît cette année-là, sera appelée Marie. Donc vous voyez la force d'imprégnation du catholicisme jusqu'au cœur de la cellule familiale. Nous sommes aujourd'hui, pour ce qui est de Marie, à un taux moyen de 0,3 ou 0,5% des naissances. Vous voyez là aussi, alors c'est sur la plus longue durée, mais l'ampleur du décrochage. Et les sociologues qui ont travaillé sur les prénoms ont montré que, historiquement, vous avez des cycles de vie des prénoms. C'est-à-dire que des prénoms qui sont donnés à une génération vont être en perte de vitesse dans les générations suivantes jusqu'à ce que les porteurs de ces prénoms disparaissent et puis que ces prénoms redeviennent parfois à la mode. Ça ne se passe pas avec Marie, puisque ça a été beaucoup donné au début du XXe siècle, et que nous ne voyons pas de remontée du prénom Marie, donc il y a bien une spécificité, puisque ce prénom est très typé, très marqué, en lien avec la religion. Donc ce phénomène de décrochage, il a été non pas linéaire, regardez dans le livre, il y a la courbe, ça se fait par étapes. On a notamment une pause dans les années 30 à 50, qui se trouve être aussi des années où on voit fleurir Marie sous une autre version, c'est-à-dire des prénoms composés de Marie. Marie-Françoise, Anne-Marie, Marie-France, Marie-Claude. Et donc on peut l'analyser, alors ça dure 20 ans, on freine l'érosion du prénom Marie, puis après les deux courbes partent vers le bas du graphique. On peut l'analyser comme un moment transitoire, et de manière plus ou moins inconsciente, un sas de sortie de la religion catholique, c'est-à-dire qu'on appelle encore Marie, mais c'est plus complètement Marie, c'est Marie autre chose pour distinguer, se démarquer. Donc on a déjà un pied dehors. Avant de venir, du coup, je voir, j'ai regardé aussi ce que ça donnait dans certains départements comme le vôtre, sur d'autres types de prénoms, des prénoms bibliques, qui étaient plutôt l'apanage des familles protestantes au XIXe siècle et avant, au début du XXe. Et on a aussi, quand on cible bien ces départements, une courbe qui, sur la première partie du XXe siècle, ressemble à peu de choses près à la courbe des prénoms Marie. C'est-à-dire que dans des départements protestants, on va voir ces prénoms bibliques petit à petit, alors qu'ils n'ont jamais été aussi donnés que le prénom Marie chez les catholiques, mais s'éroder. Et donc là aussi, on a un phénomène progressif de sortie. Ce déclin du catholicisme nous fait dire que les catholiques, bien évidemment, n'ont pas disparu, ils sont encore bel et bien présents, ils jouent un rôle actif dans la cité, mais ils n'occupent plus que le rang ou la position d'une des îles de l'archipel français, alors qu'il y a encore 50 ans, ils en étaient un des blocs principaux. Et donc ça change beaucoup de choses. Ce phénomène de sortie de la religion est en fait bien plus profond que ce qu'on aurait pu penser, puisque c'est pas uniquement le rapport à la religion et au rite, ou à la culture catholique, chrétienne, qui est en train de se perdre, c'est aussi tout le soubassement qu'on pourrait appeler philosophique, psychologique, ou même, osons le mot, anthropologique. Dans ce sens que beaucoup des grands guides ou des grands cadres qui structuraient notre vision du monde, notre rapport au corps, rapport à l'autre, rapport à l'animal, par exemple, on va y revenir. Tout ça a été hérité de cette histoire de longue durée. Et le processus de déchristianisation est tellement engagé qu'aujourd'hui, c'est ces espèces de données de base qui sont elles-mêmes remises en question. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Si on est par exemple dans le rapport au corps, eh bien, on constate aujourd'hui dans nos enquêtes que, alors que la France a enterré ses morts pendant des millénaires, aujourd'hui il y a une préférence de nos concitoyens quand on les sonde pour l'incinération. Quand on regarde, il y avait la feria
il y a encore dans votre ville le rapport entre l'homme et l'animal. Alors vous allez me dire, la mobilisation contre la corrida, notamment pour des gens qui habitent au nord de la Loire, c'est une vieille affaire, mais on voit progresser de manière très sensible tout un discours antispéciste qui remet en cause la hiérarchie de l'homme et l'animal, alors que la Bible et l'Évangile disent voilà, l'animal est une créature de Dieu, donc elle doit être respectée en tant que telle, mais elle a été créée pour être au service de l'homme. Ce postulat-là n'est plus partagé par toute une partie de la population française, et donc dans un pays comme la France, on voit des campagnes pour interdire le gavage des oies, la tauromachie, j'allais dire, ça c'est plus ancien, mais tout ça va très loin, à tel point que il vous a pas échappé qu'il y a quelques semaines, nous avons voté pour des élections européennes, et qu'un parti qui se revendique parti animaliste a fait 2% des voix, c'est-à-dire 400 000 suffrages, 450 000, quand le Parti communiste en fait 2,6. Et donc ça vous montre aussi, à la lueur de ce petit type d'indice, comment les plaques tectoniques se sont mises à bouger. On voit aussi sur cette question anthropologique que les choses avancent très rapidement. Si vous prenez par exemple un sujet qui va nous occuper dans les mois qui viennent, manifestement, à savoir l'élargissement du droit à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, les femmes seules. Donc on a là l'institutionnalisation de la procréation sans père. Quand on pose la question comme ça en français, on demande est-ce que vous êtes favorable à l'élargissement de la PMA pour toutes les femmes? Les Français sont généreux altruistes, ils nous disent oui à plus de 65%. Quand on leur dit au fait il n'y aura pas de père dans l'affaire, on est encore à 50% de favorables. Alors vous allez me dire, on est à 50-50. Sauf que quand vous regardez dans le détail par tranche d'âge, vous avez 2 tiers des seniors de plus de 65 ans qui sont opposés, et donc qui sont héritiers et ancrés et inscrits dans une vision, on va dire, classique et traditionnelle de la procréation et du couple. Et puis, à l'inverse, vous avez 2 tiers des moins de 35 ans qui sont favorables. Et donc pour l'instant, on est encore à 50-50, mais au rythme du renouvellement des générations d'une part, et puis également du fait de l'évolution de la législation d'autre part, puisque la législation s'adapte à la demande sociale, et en même temps, elle la valise et l'amplifie. Eh bien, on a des pans entiers de notre vision anthropologique qui sont en train d'être chamboulés. Je prends un autre exemple qui est plus anecdotique, mais qui est assez révélateur. On est toujours dans le rapport au corps, c'est la pratique du tatouage, par exemple, qui est une pratique qui était complètement inconnue sous nos latitudes. Nous avons aujourd'hui 13% de la population qui est tatouée. 13% de la population qui est tatouée, ça veut dire que vous avez 4000 artisans tatoueurs en France. Donc, avec le vieux découpage cantonal, quand il y avait 4000 cantons, on peut dire qu'en gros, il y a un tatoueur par canton. Et ce qui n'est pas loin d'être vrai, parce que si vous vous promenez en France, dans la moindre sous-préfecture, vous allez rencontrer un salon de tatouage. 13% de la population qui est tatouée, encore une fois, sur les 65 ans et plus, c'est 1%. Donc si on n'a pas fait son service militaire dans les îles, ou si on n'exerçait pas certaines professions, il n'y a quasiment aucune chance d'être tatoué. Sur les moins de 35 ans, c'est 25% de la population. Donc là, vous voyez aussi comment les choses bougent, et on n'est pas sur de l'anecdotique, on est quand même sur des pratiques normalement qui sont assez durables, marquantes, sans jeu de mots, et qui touchent l'individu au plus profond de lui-même. Donc tout ça a considérablement évolué. Je fermerai la parenthèse, une longue parenthèse sur la question du catholicisme. On peut prendre d'autres données statistiques qui là ne sont pas des données de sondage, mais des données qui sont publiées par la Conférence des évêques de France, qui mesurent, qui évaluent, dénombrent plus exactement, décomptent le nombre de prêtres diocésains d'activité en France. Fin des années 90, donc il n'y a pas si longtemps, on était à 20 000 prêtres diocésains. Les derniers chiffres qu'ils ont publiés, remontent à 2-3 ans, on est à 11 000. Donc c'était quasiment divisé par 2 en 20 ans. Donc si vous poursuivez la courbe et que vous incrémentez ça avec la moyenne d'âge relativement élevée de cette population, on peut faire le calcul et penser que d'ici 25-30 ans, il y a potentiellement plus de prêtres catholiques en France. Donc ça vous montre aussi que là, on est bien au stade terminal. Alors l'Église catholique peut, elle a commencé à le faire,
puisqu'elle a une vision de long terme et assez mondiale, va faire appel à des prêtres qui viennent du Sud pour maintenir un semblant d'effectif sur la vieille province fille aînée de l'Église. Et donc là, on aura un retournement historique, puisque au début du XXe siècle, la France fournit 2/3 des missionnaires catholiques qui partent évangéliser la planète au nom de Rome, et que, voilà, retour de l'histoire, retour sur investissement, si on a une vision de long terme, aujourd'hui, ces personnes évangélisées il y a longtemps dans le Sud, pas de la France, dans le Sud tout court, qui vont venir contribuer à maintenir une présence catholique active en France. Donc là, vous voyez bien l'ampleur de ce phénomène. Face à cette dislocation de la matrice catholique, s'est produit dans le même temps, avec quelques années d'écart, de décalage, l'implosion de ce qu'on peut appeler une autre église, qui était l'église rouge, et l'influence du Parti communiste, on en a parlé tout à l'heure, qui a considérablement décliné. Et donc quand on est dans des départements comme les vôtres, on sait en quoi le PC, sur la longue durée, a pu structurer des pans entiers du territoire, organiser des groupes humains, diffuser une vision du monde, et fait tenir ensemble des pans entiers de la société. Jusqu'à la fin des années 70, le PC oscille entre 20 et 25% des voix, ce qui est considérable, avec des centaines de municipalités qui sont détenues, des organes de presse propres, des milliers de sections d'entreprises ou territoriales, des organisations de jeunesse, des intellectuels. Donc il y a toute une contre-société qui existait et qui s'est considérablement étiolée, pour ne pas dire disloquée. Alors, à l'instar de nos catholiques, les communistes n'ont pas disparu, mais ils ne sont plus, eux non plus, qu'une des îles ou un îlot de l'archipel français. Il reste encore des municipalités communistes, on a dit, ça fait 2,5% des voix, mais c'est plus du tout la même assise que cela a pu représenter par le passé. Alors, pour des gens qui ont travaillé à l'IFOP quand je n'étais pas né, les choses étaient plus aisées, puisqu'on avait déjà un tiers de catholiques pratiquants dans l'échantillon et 25% de communistes. Donc ça faisait 60%, parce qu'en général, ce n'était pas les mêmes. Et donc, on savait déjà à peu près où on allait. Il y avait à peu près 30 à 40% du reste de la population à classer. Là, aujourd'hui, tout ça a explosé, et on est sur des processus très très différents. Autre cadre structurant qui donnait une vision, une grille de lecture commune, les grands médias de masse. Alors on a en tête bien évidemment les grands journaux, les grands hebdomadaires, qui ont constitué des lectorats fidèles et nombreux qui communiaient dans la même vision du monde. Ils ont encore pignon sur rue, ces grands médias, mais vous voyez bien que les tirages et les audiences piquent du nez de manière très inquiétante pour ceux qui les dirigent. Si on se focalise davantage, non pas sur le papier, mais sur l'écran, puisque là, le terme média de masse prend tout son sens, on prend un groupe comme TF1, une chaîne comme TF1, qui, à la fin des années 80, caracole à 40% d'audience, voire 45% d'audience. Donc une personne sur deux qui regarde la télé le soir regarde le même programme. Aujourd'hui, ils sont à 20%. Donc dans un paysage audiovisuel, y compris européen, qui est complètement éclaté, 20% c'est quand même encore beaucoup. Et beaucoup rêveraient de faire 20% d'audience. Mais c'est plus de 2 fois moins qu'il y a 25 ans. Et on rajoute pour les plus jeunes dans la salle, il n'y avait pas de replay à l'époque. Donc ça veut dire que quand on faisait 40% d'audience, tout le monde avait regardé à la même heure la même chose. Et que donc le lendemain matin, dans la cour du lycée ici, ou à la machine à café ou à l'atelier, eh bien, on parlait de la même chose, du même programme, on était d'accord, pas d'accord, mais on avait une base de discussion commune. Tout ça, c'est considérablement éclaté, dispersé. Bien évidemment, il y a une multiplication du nombre de chaînes de télévision, mais ça va bien plus loin que cela. On voit, notamment dans les jeunes générations, mais pas seulement, qu'une part croissante de nos concitoyens, pour s'informer, alors déjà ne lit plus la presse papier, mais ne regarde non plus la télé, et s'informe via les réseaux sociaux, les boucles de mail, ou d'autres sources de ce type. On l'a vu également à l'œuvre, ce processus, au moment de la crise des Gilets jaunes, où toute une partie de ce public des Gilets jaunes
était dans une posture très défiante vis-à-vis des grands médias classiques et s'informait via Facebook, pas Twitter, Facebook, et avec la modification de l'algorithme décidé par la compagnie américaine, eh bien, s'entretenait ce que les spécialistes appellent des bulles de filtre ou des biais de confirmation, c'est-à-dire que l'algorithme renvoie préférentiellement vers les pages des gens dont il a détecté qu'ils étaient proches de vous. Et donc, ce faisant, on se conforte dans son opinion. Alors, vous allez me dire, quelqu'un qui à la grande époque lisait l'Humanité, ça participait du même phénomène, sauf que les groupes en question étaient beaucoup plus nombreux, là un peu fractionnés, fragmentés à l'infini, parce que derrière ces processus de dislocation des grandes matrices de référence, le principe actif de tout cela, en bonne partie, c'est la montée en puissance de l'individualisme ou l'individualisation de l'homme et de l'individu. Alors, ça a des aspects éminemment positifs en termes d'autonomie individuelle, s'affranchir un certain nombre de cadres, de règles de référence, mais ça produit aussi ces effets déstabilisants, sachant qu'on n'est pas une société d'individus, on a des regroupements ensuite qui vont se faire de manière affinitaire, territoriale, ou sur d'autres logiques. Pour prendre un peu l'ampleur de ce phénomène d'individualisation, on peut une nouvelle fois convoquer l'analyse des prénoms. Les prénoms n'étaient pas... on ne pouvait pas choisir, vous le savez, le prénom qu'on voulait à une certaine époque, et tout ça avait été, puisqu'on était en France, tout était écrit dans des textes, tout ça remontait à Napoléon, qui en 1803 avait défini de manière très stricte les prénoms qui étaient éligibles à l'état civil. En gros, c'était les prénoms des calendriers en vigueur, plus quelques prénoms de personnalités, soit de l'Antiquité, soit historiques. Ce qui a fait que, dans le fichier de l'INSEE, mais aussi d'après des travaux d'historiens, donc le fichier de l'INSEE depuis 1900, les travaux d'historiens sur le 19e siècle, nous montrent que, en gros, jusqu'en 1945, la France a fonctionné avec le même stock de prénoms. Quel que soit le nombre de naissances en France, il y avait, en moyenne, quand vous comptez, 2000 prénoms différents utilisés chaque année pour prénommer l'ensemble des enfants qui venaient à naître. Et c'est resté très stable dans le temps pendant plus d'un siècle, à peu près un siècle et demi. On est passé à 3000 prénoms différents enregistrés dans les années 50-60, et puis la courbe s'est affolée, et on est aujourd'hui à 13 000 prénoms différents. 13 000 prénoms différents chaque année, sachant que l'INSEE met de côté 50 000 naissances qu'il classe dans ce qu'ils appellent prénoms rares. Alors vous allez regarder ce que c'est prénom rare, la définition de l'INSEE. Prénom rare, c'est un prénom qui va être donné au mieux 2 fois dans l'année en France. Donc vous avez 760 000 naissances, 380 000 garçons, 380 000 filles, pour faire vite, et vous êtes le seul porteur, ou avec un autre, du prénom que vos parents vous ont donné sur 380 000 du coup. Donc là, il faut mettre une médaille pour les parents qui se sont creusés la tête pour trouver un prénom. Alors souvent, c'est pas forcément des inventions de toutes parts, ça peut être un peu comme la mode le pratique dans l'univers du vêtement ou de l'automobile, c'est on customise, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui existe et puis on le fait un peu varier. Donc on rajoute un tréma, on enlève une lettre, on en remet une, pour être sûr que votre enfant sera le seul à porter ce prénom. Et donc ça, je pense que c'est un point fondamental parce que historiquement, on donnait des prénoms qui souvent rattachaient ou inscrivaient l'enfant dans une lignée. On donnait le prénom de la grand-mère ou du grand-père, on parlait de prénoms religieux tout à l'heure, pour l'inscrire dans un groupe d'appartenance. On va le voir, on a cette logique d'inscription dans des groupes qui existent, mais qui se disputent avec la volonté de distinction à tout prix de l'individu. Donc ça, je pense que c'est un des phénomènes les plus puissants, les plus importants de nos sociétés, et qui du coup, rebattent considérablement les cartes et modifient la règle du jeu. Alors, dans ce paysage global, pour pas être trop long, je vais maintenant vous présenter quelques évolutions sociologiques qui, elles aussi, ont été, parce que là c'était les tendances de fond, et des tendances plus récentes qui ont abouti à un petit peu des recompositions. Alors, premier phénomène, celui que j'ai appelé la sécession des élites. Alors, un terme là aussi un peu radical,
pour décrire néanmoins une réalité qui est, de mon point de vue, très préoccupante. C'est le fait que les élites, alors comment les définit-on si l'on prend par exemple le critère du niveau de diplôme, les gens qui ont fait des études supérieures, premier constat, de par la louable démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur au cours des dernières décennies, le nombre de diplômés du supérieur a considérablement augmenté en France. On était à 3, 4, 5% de diplômés du supérieur dans les années 50-60, on est à plus de 25% aujourd'hui. Je ne dis pas par génération, je dis au global. Et donc bien évidemment ça change considérablement la donne, surtout quand ces populations, j'allais dire structurellement ou tendanciellement, sont plutôt regroupées dans un certain nombre de territoires qui sont les grandes métropoles et les grandes aires urbaines. Donc il y a plus de diplômés du supérieur qu'avant. Elles se regroupent plus fortement dans les grandes aires urbaines, ce qui fait qu'elles ont un poids critique tout à fait important dans un certain nombre de grandes métropoles. Alors on a bien évidemment le cas paroxystique à Paris, mais vous aurez la même chanson à Montpellier, Montpellier versus Nîmes versus Béziers, etc. Il y a une attraction des cadres, des diplômés dans ces grandes villes, et aujourd'hui ils pèsent un poids singulier. Je vous donnerai juste les chiffres sur Paris. C'est 25% de diplômés, de cadres et de professions intellectuelles à Paris intramuros en 82, et on est à 45% aujourd'hui, Paris intramuros. Donc il y a des quartiers qui sont encore populaires, mais vous avez quasiment un habitant sur deux qui est dans cette catégorie-là. Et puis même si on prend la voiture et qu'on quitte Paris en direction de l'ouest et on roule vers Versailles, vous pouvez faire 40 km en ne traversant que des communes où les cadres sont majoritaires. Donc ça veut dire que vous avez un énorme terrain de jeu, un écosystème où il y a tout ce qu'il faut. Les bons lycées, les clubs de sport, les commerces, les théâtres, tout ce qu'il faut pour vivre dans une espèce d'autonomie. Alors, pas forcément consciente, c'est pas forcément se coupe des autres, mais de facto ça aboutit à cela. Avec un certain nombre de forces de rappel qui existaient par le passé, qui permettaient à notamment des jeunes issus de ces milieux, à un moment de leur vie, de côtoyer d'autres jeunes, d'autres horizons, et donc leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls et que la société est très diverse. Alors, ces institutions qui ont soit disparu, soit qui sont en crise, on peut les nommer. Bon, il y a le service militaire, ça concernait que les hommes, mais c'est quand même la moitié. Et donc jusqu'à la fin des années 80, c'est 2/3 d'une tranche d'âge masculine, quel que soit son niveau de diplôme, donc quel que soit le niveau social des parents, qui fait l'armée. Pas toujours dans les mêmes conditions, il y en a qui sont sous offre, d'autres qui sont officiers, d'autres militaires du rang, pas dans les mêmes endroits forcément, mais vous partagez une expérience commune avec des garçons d'autres régions de France, d'autres milieux sociaux. Tout ça n'existe plus. Autre institution qui permettait un relatif brassage, les colonies de vacances, et 4 millions d'enfants qui partent en colo tous les étés dans les années 60 à l'âge d'or des colonies de vacances. Aujourd'hui, nous sommes à 800 à 900 000 enfants qui partent dans ces colonies de vacances qui sont essentiellement organisées par des collectivités locales, le département ou la ville, ou dans certains cas par des grandes entreprises qui, mais même là, les choses sont en train de changer. Du coup, les publics qui sont concernés sont d'abord et avant tout des publics les plus précaires, les plus défavorisés, qui bénéficient de tarifs sociaux pour envoyer leurs enfants en colonies de vacances, sans quoi ils ne partiraient pas en vacances. Je caricature, mais en gros, les gilets jaunes, eux, gagnent juste un peu trop pour avoir le droit à ces tarifs. Ils disent, mais nous on paye pour tout, j'ai le droit à rien, donc on n'envoie pas les gamins en colonies de vacances. Et puis ceux qui gagnent bien plus, eux envoient leurs enfants faire des séjours linguistiques, découverte de l'équitation, de l'astronomie. Là, il y a un ticket d'entrée qui n'est pas tout à fait le même, et donc du coup, on a un filtrage social qui s'opère. Autre institution où il y avait un brassage important, un brassage social relativement important, même s'il ne faut pas non plus là idéaliser les choses, l'école, avec, notamment dans des villes comme ici, un mélange qui s'opérait selon les différents quartiers, les différentes classes sociales. Tout ça existe encore, mais a énormément diminué avec un processus massif de contournement de cartes scolaires via les options, et puis on retombe sur notre matrice catholique de tout à l'heure qui, ici, elle a implosé, a laissé sur place des legs très nombreux,
dont un énorme réseau d'écoles et d'établissements scolaires. L'enseignement privé aujourd'hui en France, il est très majoritairement encore lié à l'Église catholique. Sauf que jusqu'au début des années 80, quasiment partout en France, il y a des exceptions dans les grandes villes, mais le recrutement de ces écoles se fait d'abord sur une base confessionnelle. On va à telle école, le père en fils, parce que c'est l'école des pères, l'école etc. Aujourd'hui, ça existe encore, mais qu'on trouverait même dans certaines îles de l'archipel catholique des familles pour dire que l'école privée n'est plus ce qu'elle était, qu'on ne transmet plus la religion catholique comme il le faudrait, donc on va se créer ses propres écoles avec multiplication des écoles en contrat. Alors c'est encore un épiphénomène, mais sociologiquement ça veut dire beaucoup de choses. Et à l'inverse, beaucoup d'enfants des milieux favorisés, cadres ou diplômés, qui, du fait de la compétition scolaire, misent beaucoup sur ces établissements pour essayer, à tort ou à raison pense-t-on, d'assurer les meilleures chances à ces enfants. Et donc on voit bien là aussi que ce lieu de brassage a considérablement reculé. Face à cette autonomisation, sécession des catégories les plus favorisées, a répondu ce qu'on peut appeler l'autonomisation des milieux populaires, ou d'une partie d'entre eux, parce que là je vous généralise les choses, mais il faudrait découper encore de manière plus fine. L'autonomisation qu'on pourrait qualifier de culturelle et d'idéologique. Alors, encore une fois, je vais venir à la démonstration avec mes prénoms. Les sociologues ont montré historiquement que quand on travaillait sur les prénoms, il y avait des cycles de vie des prénoms avec des effets de mode, que les prénoms nouveaux étaient piochés soit dans le calendrier existant, soit quand on a commencé à ouvrir la palette, on a été en chercher d'autres, mais que c'était pas n'importe qui était le faiseur de tendance. C'était plutôt les milieux cultivés, artistiques, qui commençaient à donner ces prénoms-là, et puis petit à petit, de proche en proche, par percolation, ça se diffusait dans tout l'ensemble de la pyramide sociale. Et puis, au bout d'un moment, jusqu'en bas de la pyramide, ces prénoms étaient parvenus, eh bien, le haut de la pyramide disait qu'il était grand temps de changer et d'en prendre d'autres, parce que tout ça n'avait pas beaucoup de sens. Ce phénomène de mode, il existe encore aujourd'hui, mais on a eu un engouement massif pour un certain type de prénom en France qui n'a concerné quasiment que les milieux populaires. Ces prénoms-là, ce sont les prénoms anglo-saxons, qui ont connu un vrai engouement de la fin des années 80 jusqu'aux années 2000. Alors ça a diminué depuis, mais en 93, on a 13% des garçons qui naissent cette année-là qui vont porter un prénom anglo-américain. Avec le recordman de toute catégorie, c'est Kevin. Kevin, il y en a 160 000 en France aujourd'hui. Et de 89 à 96, c'est le prénom masculin qui a été le plus donné, cette année de suite. Donc c'est un best-seller. Et donc vous pouvez ajouter Dylan, Jason, Brian et autres. Pourquoi 93, le pic? Parce que c'est l'année où on autorise, il y a la liberté totale du choix des prénoms, donc il y a un engouement supplémentaire pour ces prénoms, mais très vite, Kevin et Dylan, c'est trop commun, donc on va aller chercher autre chose, et donc du coup, ces prénoms-là, comme d'autres, vont décliner après 93, parce qu'on a l'éclatement de la palette. Donc ces prénoms anglo-saxons, ils ont été donnés massivement, il y a un vrai effet de mode, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, c'est encore 7 à 8% des naissances masculines, ça fait beaucoup. Et quand vous regardez les cartes et les statistiques, vous vous rendez compte que c'est prioritairement et très préférentiellement dans les milieux populaires que ces prénoms ont été donnés. Il y a assez peu de Kevin à Neuilly ou à Versailles, et il y en a beaucoup plus dans le Pas-de-Calais par exemple. Et quand vous faites, on le montre dans le livre, la carte des Kevin, proportion des garçons qui portent ce prénom-là, eh bien on se dit mais cette carte on la connaît. Et on l'a mis en regard avec une autre carte, qui est la carte du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et la carte des Kevin, elle ressemble quand même beaucoup à la carte du vote pour le Front National. Alors attention, de la même manière que s'appeler Marie ne prédispose pas à être une fervente catholique, s'appeler Kevin ne prédispose pas non plus à être un électeur du Front National. Ça dit plus de choses, un prénom, sur les personnes qui l'ont donné que sur celui qui le porte. Mais enfin, il y a quand même cette coïncidence qui est assez troublante. Alors, on a appris à l'école
corrélation n'était pas raison, c'est pas parce qu'il y a deux cartes qui se ressemblent qu'il y a forcément un lien l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. Sauf que quand on écrit le livre, on est bien avant les élections européennes, et donc moi ça fait un moment que je travaille sur le Front National, et j'ai en tête que le patron de l'époque du Front National de la Jeunesse s'appelle Jordan Bardella. Alors, depuis, il a été appelé à de grandes destinées. On a aussi à l'esprit que le maire d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, le fief de Marine Le Pen, s'appelle Steve Ruat. Et donc quand vous regardez les professions de foi ou les listes de candidats que le Front National présente au municipal, au départemental, au régional, vous êtes frappé par la forte occurrence de ce type de prénom et leur quasi-absence dans les listes des autres partis politiques traditionnels. Donc ça ne veut pas dire que tous votent pour ça, mais qu'il y a cette option. Et donc nous, on l'a analysé comme un phénomène d'autonomisation culturelle et idéologique, c'est-à-dire que ces milieux populaires, on dit, on arrête de regarder le haut de la pyramide en disant c'est ça qu'il faut faire, ou c'est de là qu'il faut prendre à la fois les consignes, les modes et les façons de voir. On va se faire notre propre fond de sauce, si je puis dire, et on va se le bricoler avec ce qu'on a sous la main. Donc en matière culturelle, eh bien c'est là les thèses de Régis Debray sur l'américanisation de la société, c'est-à-dire que par le bas, ça percole et ça diffuse quand même très fortement. Et idéologiquement, on est sur ce vote de rupture qui est massif. Parce qu'encore une fois, cette carte du Front National au deuxième tour de la présidentielle, il faut se rappeler le contexte de l'époque, c'est-à-dire il y a une mobilisation assez habituelle contre le Front National, notamment quand il atteint le deuxième tour. Donc on a les arguments historiquement utilisés contre le Front National sur son incurie et son incompétence économique qui se cristallise là sur la question de la sortie de l'euro. On a également les attaques sur le plan des valeurs morales, sur la question du racisme et autres, donc ça, c'est quand même assez chargé déjà. Et puis à tout cela qui est assez classique, vous ajoutez le formidable plantage de la candidate lors de son débat d'entre-deux tours. Donc vous avez là tous les ingrédients pour faire de ce parti et de ce vote un vote et un parti de parias. C'est ceux qui n'ont pas des bonnes pensées, qui ne comprennent rien d'économie et qui ont une leader qui est au-dessus de tout. Et pour autant, ça fait 35% des voix, 34%. Et là, si vous reprenez votre voiture de sociologue, alors on quitte Versailles et la place de la Concorde, mais on part des Vosges et on va jusqu'à Calais en ne prenant que les petites routes et en ne croisant aucune sous-préfecture et préfecture, vous allez traverser des milliers de communes où Marine Le Pen est majoritaire. On peut faire le même exercice, c'est un peu plus contorsionniste, mais si on part du Perthus et qu'on va jusqu'à Orange en passant par chez vous, alors encore une fois, plutôt on évite l'autoroute et on prend les départementales, on ne reste pas très très loin du littoral, je pense qu'on n'est pas loin d'être à peu près aussi dans ces situations. Donc vous voyez bien que dans cet archipel, on a ces blocs comme ça qui sont en train de se consolider, scrutin après scrutin, ce qu'on a revu il y a 15 jours, 3 semaines avec les européennes, on a deux France qui se regardent en chien de faïence, plus tous ceux qui n'ont pas voulu se reconnaître dans ce match annoncé, mais deux sociologies de géographie qui sont extrêmement typées. Donc voilà un petit peu dressé à grands traits pour ce qui est des évolutions qu'on pourrait qualifier d'endogènes à la société française, sur le long cours. Alors vous voyez qu'il y a des choses qui partent de très loin, la déchristianisation, d'autres qui sont plus récentes. Et puis on a un autre paramètre qui est lui plus exogène et qui vient encore renforcer très significativement ce processus d'archipélisation, c'est le phénomène de l'immigration. Et donc sans l'immigration, on a déjà un paysage qui est fragmenté, mais avec l'immigration, on a une dimension supplémentaire à l'archipel. L'immigration, on peut en prendre, alors je parle de celle qui vient du sud de la Méditerranée, pour l'essentiel, et qui s'est déployée depuis les années 50-60 jusqu'à aujourd'hui. Pour en prendre la mesure, on peut là encore utiliser la méthode des prénoms. Donc de la même manière qu'on a codifié ou répertorié tous les prénoms qu'on pourrait qualifier d'anglo-saxons, on a codifié et répertorié tout ce qu'on pourrait ranger dans une catégorie qu'on met avec des guillemets, qu'on pourrait appeler des prénoms arabo-musulmans, donc qui rattachent ces porteurs soit à l'islam, soit à certaines zones ou aires géographiques, donc Maghreb, Turquie, Afrique subsaharienne. Quand on fait cet exercice-là,
et qu'on applique ensuite cette grille de lecture aux données brutes de l'INSEE, parce que l'INSEE ne donne que des données brutes, et il n'y a aucun classement de quelque sorte qu'il soit, on arrive au constat suivant. 1% des naissances en 1960 portaient ces prénoms, donc c'est le début de l'immigration, donc c'est un phénomène à l'époque qui est totalement résiduel, marginal. On est aujourd'hui à 18,8% des naissances France entière qui portent ces prénoms. Donc là aussi, vous voyez bien la vitesse et la puissance du processus, puisque entre 60 et aujourd'hui, il y a 50 ans qui se sont passés, 60 ans bientôt, donc c'est 2 générations. Et donc on est passé aujourd'hui de facto dans une société qu'on doit regarder et penser comme étant multiculturelle, parce qu'avec 18,5% des naissances, on est bien sur des naissances, pas sur l'ensemble de la population, c'est un chiffre qui est tout à fait important. Sachant que, encore une fois, comme les maris tout à l'heure, c'est une moyenne nationale. Et donc on a des départements au hasard comme la Seine-Saint-Denis, où on est à plus de 40% de naissances avec ce type de prénom. Mais des départements comme les Bouches-du-Rhône ou d'autres, le Var ou autres, on est déjà à 20-25%. Et à l'inverse, un certain nombre de territoires français, l'ouest de la France, les Pays de la Loire, la Bretagne, une partie du sud-ouest, où on est encore sur des taux qui étaient ceux que la France connaissait au début des années 80. Donc non seulement le processus a été très rapide et il est massif, mais pour donner cette notion d'archipel de manière encore plus impressionnante, ce phénomène il ne s'est pas déployé avec la même intensité partout sur le territoire. Et donc démographiquement, on a encore toute une partie de la société française qui vit avec un référentiel qui est celui que la France a toujours connu, alors qu'on a toute une partie du territoire où nous sommes passés de facto dans un autre type et un autre modèle de société. Le fichier de l'INSEE sur les prénoms, remontant en 1900, on a pu regarder si nous avions eu dans l'histoire relativement récente de notre pays d'autres phénomènes similaires, c'est-à-dire l'apparition de prénoms non français ou non européens dans les registres de l'INSEE, en tout cas de l'état civil puis de l'INSEE. Alors on en trouve pas mal d'exemples. Et ça veut dire que s'il y avait un état jacobin et consignes napoléoniennes qui ont été appliquées au long cours, il y avait quand même une tolérance à la base, notamment dans le choix de certaines familles qui étaient issues de l'immigration. Premier exemple, c'est les prénoms polonais, par exemple. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Pas-de-Calais a vu ses équipes de mineurs totalement décimées par la Grande Guerre, et donc il faut du charbon pour faire tourner le pays. Et donc on fait appel à 500 000 Polonais qui s'installent un peu partout en France, mais beaucoup dans le Pas-de-Calais. Et ça ne rate pas, dans les 2 années qui suivent, on voit apparaître les prénoms polonais dans la liste des naissances de ce département-là, de manière assez significative, donc ça veut dire que ces prénoms étaient quand même pas mal donnés dans ces familles. Ce qu'on mesure néanmoins, c'est qu'à horizon de 25 ans, donc fin de la Seconde Guerre mondiale, ces prénoms disparaissent de l'état civil dans le Pas-de-Calais, comme si, via les mariages mixtes, ce que les démographes appellent la soudure au bloc majoritaire, s'était opéré, qu'il y a de la friction au début, mais qu'ensuite les choses s'assimilent, et donc il y a une disparition de ces prénoms-là. On voit le même phénomène au plan national avec des prénoms portugais dans fin des années 60, début des années 70, un pic de prénoms portugais, et puis assez rapidement, ces prénoms sont amenés à disparaître. Donc on prend ces familles, soit par mariage mixte, soit des mariages au sein du groupe, mais ils prennent néanmoins assez rapidement des prénoms qu'on pourrait dire majoritaires, ou éventuellement des prénoms anglo-saxons quand la mode a été d'en donner. Je pense que vous avez des exemples dans vos régions de prénoms anglo-saxons avec des noms de famille à consonance espagnole ou italienne. Il y en a beaucoup. On voit ça aussi avec l'immigration asiatique au monde des boat people, où là, on a déjà à l'arrivée une partie des personnes qui portent des prénoms français, alors soit qu'ils étaient en lien avec l'administration coloniale, des minorités religieuses catholiques, des gens qui étaient fonctionnaires autochtones de l'État français, soit qu'on décide
de franciser son prénom et le donner des prénoms à ses enfants pour faciliter de manière très pragmatique l'intégration de l'assimilation. Ce qui n'empêche pas, parce que l'INSEE ne recense que le premier prénom, qui est un deuxième prénom d'usage qui rattache l'enfant à sa culture familiale et ses origines, et qui est utilisé dans la sphère privée, mais que pour les papiers et pour le reste de la société, l'enfant porte un prénom français ou européen. C'est des phénomènes qui sont massifs dans ce groupe de population. Ce phénomène-là, on ne le constate pas pour l'immigration qui vient donc du Maghreb, de Turquie ou d'Afrique subsaharienne. Et ce qui est tout à fait spectaculaire et qui interpelle, c'est que parallèlement à cela, de manière empirique, mais des études très approfondies l'ont montré, porter un prénom de ce type dans la France du XXIe siècle expose le porteur à toute une série de discriminations pour trouver un emploi, pour trouver un logement. Et les familles qui donnent ces prénoms, ou qui continuent de donner ces prénoms, ont souvent expérimenté dans leur chair, j'allais dire, ou leur vécu, ce type de discrimination. Pour autant, ces prénoms continuent d'être massivement donnés. Donc là, ça pose la question. Donc il peut y avoir différentes interprétations qui ne sont pas contradictoires. Donc, volonté plus forte que tout de rattacher les enfants soit à une religion, soit à une tradition familiale. On recrée du groupe. Soit option qui ne doit pas être écartée, qui doit exister dans certains milieux ou certaines familles, ce que le sociologue Erving Goffman appelait le retournement du stigmate, c'est-à-dire la société française nous assimile à des Arabes, des musulmans ou je ne sais quoi, et ben on ne va pas se cacher, on va revendiquer ça et on va donner à nos enfants ce type de prénom et assumer clairement notre spécificité, notre différence. Donc voilà un petit peu dressé à grands traits les différents processus que j'essaie, alors il y en a d'autres, mais les principaux que j'essaye de mettre en lumière pour expliquer comment on est parvenu à cette archipélisation de la société française. Et je termine par la dernière partie de l'ouvrage, qui est au fait le point de départ de ma réflexion, c'est quelle traduction tout cela a au plan électoral et politique. Puisqu'on a commencé il y a longtemps avec le Front populaire, et donc on arrive à Macron en 2017. Et donc l'hypothèse que je formule, c'est que ce qui s'est passé en 2017, présidentielle puis législative, parce que législative avait pas mal secoué aussi, puis la réplique de tout cela aux européennes il y a 15 jours, on confirme un nouveau paysage électoral. Il est encore plus archipélisé qu'il était en 2017, puis que la droite s'est effondrée, que la coalition que Mélenchon avait réussi à mettre sur pied à hauteur de 20% des voix n'a tenu que le temps d'un scrutin. Tous ces bouleversements politiques et électoraux auxquels nous avons assisté ces dernières années ne sont en fait que la mise en conformité tardive du paysage et de la réalité électorale avec la réalité culturelle, économique et démographique du pays. À partir du moment où tout le soubassement, anthropologique, l'affrontement catho-laïque, etc., tout ça, faute de combattants, et envoyé dans les archives de l'histoire, à partir du moment où, selon le lieu où on habite, niveau de diplôme, etc., il y a des nouvelles fragmentations qui s'opèrent. À partir du moment où la question de l'immigration devient un enjeu électoral et de société majeur, eh bien, il est illusoire de penser qu'on allait rester sur notre vieux schéma assez confortable. Alors nous avions eu, ça ne s'est pas fait en une fois, des signes avant-coureurs. Les plaques se sont mises à bouger il y a longtemps déjà. 83-84, c'est l'irruption du Front National. On dit à l'époque, ça a été un feu de paille, mouvement bougeant. Nous sommes 35 ans après, on a la réponse. 92, Maastricht, l'émergence de la question européenne qui va venir fracasser ou fracturer et la gauche et la droite sur une nouvelle ligne de clivage qu'on retrouve aujourd'hui. 2002, le 21 avril, et puis 2005, encore une fois ce référendum, et puis j'en termine pour vous céder la parole, si vous avez des questions. 2007, qui quelque part est de mon point de vue, une répétition générale de 2017. La présidentielle, vous vous souvenez peut-être que François Bayrou fait 18,5% des voix, et
Nicolas Sarkozy à l'époque est très haut, à 31, Ségolène Royal à quasiment 26%, mais ils sont feu d'assez peu pour que François Bayrou ne parvienne à déstabiliser le système via une offensive au centre et déstabilise le vieux clivage gauche-droite. Et la droite et la gauche à l'époque s'en sortent en présentant des candidats qui sont quand même assez en rupture par rapport aux traditions qui sont les leurs. Et donc, si on parle comme on parle aujourd'hui, le système électoral et politique se sauve, gagne une dizaine d'années de répit. Et puis là, donc, 2017, il y a à la fois des éléments contingents, la fin de quinquennat chaotique de François Hollande, les affaires judiciaires pour François Fillon, qui fragilisent les grands partis. Et puis il y a Emmanuel Macron qui lance son offensive, soutenu par François Bayrou, qui essaye encore de faire un tour de piste, mais qui voit que c'est plus possible, et qui, ce faisant, vient concrétiser la démarche, ou crédibiliser plus exactement la démarche de rassemblement initiée par Emmanuel Macron. En 2007, beaucoup de gens interrogeaient François Bayrou en disant « Mais si vous êtes élu, avec qui vous allez gouverner, puisque vous êtes seul ?» Lui s'en tirait par une pirouette en disant « Mais vous verrez, le lendemain de mon élection, j'aurai une pile comme ça de CV sur mon bureau. » Mais les Français, qui sont quand même très pragmatiques et prudents, avaient dit « Tout ça n'est qu'à moitié convaincant, donc il l'avait laissé à la porte. » Là, 2017, même histoire, sauf que vous avez un candidat plus âgé qui se fait harakiri au profit d'un plus jeune, qui ne vient pas du même milieu, du même parti politique que lui. Et là, beaucoup de Français commencent à se dire, si des choses comme ça sont en train de se produire, c'est peut-être qu'enfin une nouvelle époque est en train de s'ouvrir. Donc c'est ce qui a, on le voit dans les enquêtes d'opinion, donné un coup de booster, un coup de fouet à la candidature d'Emmanuel Macron, et qui l'a mis en position d'être le rempart à Marine Le Pen, et qui a permis que se constitue autour de lui, et tout ça, comme dirait Philippe, n'est pas stabilisé, la poutre travaille encore, selon son expression. Tout cela, nous en avons une réplique, là, il y a 15 jours, 3 semaines, avec une partie de la gauche qui avait rallié Emmanuel Macron à l'époque, qui est repartie, mais qui était remplacée par une partie de la droite, et pas du centre, parce que le centre est déjà là, qui s'est rallié à Emmanuel Macron. Et donc aujourd'hui, on a un bloc central qui fait entre 20 et 25% des voix, qui est assez typé sociologiquement, géographiquement, qui fait pièce à la France du Front National, et c'est ça aujourd'hui qui domine, sans que ce soit aussi puissant que par le passé quand il s'agissait du clivage gauche-droite, parce que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas là-dedans, le paysage politique. Alors on a une question institutionnelle majeure, c'est-à-dire que nos institutions, nos modes de scrutin ont été taillés pour un système binaire. À partir du moment où c'est l'archipel et l'éclatement, on voit bien comme un moteur mal réglé que la voiture hoquette, et que je pense que nous n'avons pas fini d'être confrontés à un certain nombre de soubresauts électoraux ou sociaux, puisque la crise des Gilets jaunes, une crise sociale majeure, intervient seulement moins d'un an et demi après, la contestation ne peut pas déboucher dans les urnes, en tout cas ce que pensent pas mal de Français, et donc ça se finit sur les ronds-points. Donc voilà un petit peu dressé à grands traits ce que j'essaie d'expliquer, de raconter dans mon ouvrage. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et si je peux essayer de répondre ou apporter des approfondissements, j'en serais ravi. En tout cas, merci de votre attention. Bien. Moi, excusez-moi, pour une fois, je vais poser très vite 2 ou 3 questions en vous demandant, si vous y répondez, d'y répondre également très vite pour laisser la place. Vous vous rappelez les attentats de janvier 2015, et il y avait eu, c'est moi, Charlie, c'est moi, je suis Charlie. Et à ce moment-là, Emmanuel Todd avait pris une grande colère en disant, ces gens qui disent je suis Charlie, c'est les cathos-zombies. Alors, est-ce que vous validez cette notion de cathos-zombie qui veut dire qu'il y a, comme il y a un halo autour du chômage, il y aurait un halo autour des 5% de pratiquants de l'Église catholique. Deuxièmement, je suis content que vous ayez bien précisé que le gros de l'électorat du RN, c'est l'ancien électorat PC, et ça se voit ici de manière évidente électoralement.
Et puis troisièmement, vous parlez de sécession des élites. Alors le mot sécession, on l'a plutôt utilisé dans l'histoire romaine quand c'est la plèbe qui a fait sécession, qui est allée sur l'Aventin, et elle, cette plèbe-là, elle a su trouver des tribuns pour porter sa parole. Ce que n'a pas su une plèbe jaune qui vient de se créer en France. Voilà. Mais s'il vous plaît, répondez vite pour qu'on laisse la place aux autres. J'essaie d'être rapide dans l'ordre. Donc, moi je m'inspire pas mal des travaux en tout cas certains travaux d'Emmanuel Todd dans cet ouvrage. Je pense qu'il y a des réflexions qui sont souvent intéressantes et lumineuses. Alors, comme tout, on en prend un laisse. Oui. Sur ce concept de catholicisme zombie, je pense que je mets à part la question de 2005 ou de 2015, excusez-moi, il y a des éléments qui sont intéressants, c'est-à-dire on se rejoint sur le fait de dire un peu le stade terminal de la déchristianisation, mais même sans chrétiens, il y a encore un effet différé du catholicisme dans certaines régions. Il montre par exemple que l'ouest de la France, en termes de réussite scolaire, de par la concurrence entre les écoles, en termes de rapport à l'État, une espèce de subsidiarité, on s'est construit en région catholique en étant un peu à côté de l'État, sont aujourd'hui un certain nombre d'anticorps qui les permettent d'être un peu plus agiles que d'autres territoires. Donc je pense que ça c'est intéressant de montrer voilà, l'espèce d'ombre portée, même quand c'est plus là, ça continue. Alors après sur 2005, moi je suis en accord avec une partie de ces thèses, pas avec toutes, et on avait nous à l'IFOP travaillé sur ces grandes manifestations. Vous vous rappelez, parce que là on me dit souvent, l'archipel des plus de nations n'empêche que victoire des Bleus à la Coupe du Monde, assez joyeux, ou Charlie, il y a quand même énormément de monde dans la rue. Et donc il y a encore un peuple, puisque on descend tous ensemble. Quand vous regardez, c'est ce qu'on a fait, alors c'est forcément imprécis, mais on peut penser qu'on a un biais méthodologique qui va se retrouver de ville à ville. Quand vous regardez les données que l'AFP avait publiées sur le nombre de manifestants ville par ville, au moment de Charlie, vous rapportez ce nombre de manifestants au nombre d'habitants dans la ville, on peut faire une carte approximative, on ne va pas discuter à la virgule, mais il n'y a pas besoin de virgule parce que les écarts sont assez importants. Vous voyez qu'il y a une différence de participation et de mobilisation qui est assez marquée selon les territoires. Là où Emmanuel Todd a raison, c'est que la France qui s'est le plus mobilisée, c'est la France des grandes villes, Paris en tête, et des grandes métropoles, et la France historiquement, traditionnellement catho, donc la France de l'Ouest, qui sont à l'inverse. Vous avez tout l'arc méditerranéen et le nord-est qui, au regard de la population concernée, a fourni des bataillons de manifestants qui étaient bien moindres que l'on pouvait attendre. Donc c'est à la fois la France du Front National, qui ne s'est pas reconnue dans Charlie, où vous vous rappelez de Le Pen qui disait « moi c'est Charlie Martel », ou d'autres qui disaient mais nous ça fait longtemps qu'on voyait cette menace arriver et donc en gros les bobos des villes sont en train d'ouvrir les yeux mais donc nous on ne défilera pas avec eux. Donc il y a cette dimension politique. Et une autre dimension qui est culturelle et sociologique, c'est aussi une France qui structurellement, celle qui a moins défilé, s'abstient davantage et se sent plus hors du jeu démocratique et civique en disant voilà tout ça c'est des grands principes, ça n'influe en rien ma vie quotidienne. Moi, j'ai un horizon qui est beaucoup plus restreint ou à court terme que cela, et je n'attends plus rien de ces gens-là. Donc c'est aussi une France qui a fait une espèce de sécession civique, et donc si les images étaient particulièrement impressionnantes, on en a parlé, mais personne ne les a comptées, de 4 millions de Français qui avaient défilé, on peut objectivement s'accorder sur le fait que c'était massif, mais attention, derrière ces images massives, il y avait des fractures. De la même manière, on s'est interrogé sur le fait de savoir si, alors on parle toujours avec des euphémismes en France, la population des quartiers, donc les personnes souvent issues de l'immigration, s'étaient reconnues et avaient défilé avec les autres. Alors, personne non plus n'a été les compter, et comme ces quartiers ou ces banlieues touchent les grandes villes, il y avait souvent défilé dans la ville-centre, et donc c'était pas facile de mesurer. On a regardé des données de sondage qui montrent que sur le rapport justement à cette manifestation, le fait de se sentir Charlie ou pas, la population qui se déclare de confession musulmane affichait des scores qui étaient 20 à 30 points en dessous de ce qu'on observait dans l'ensemble de la population. Donc il y avait un niveau de mobilisation qui n'était pas négligeable,
mais il y avait, comme on dirait, quand même pas mal de pertes en ligne, et donc on a au moins deux types de populations qui par ailleurs peuvent s'opposer, qui ne se sont pas, pour des raisons différentes, reconnues dans Charlie Hebdo. Pour ce qui est du lien entre électorat FN et PC, je dirais que c'est oui, en partie seulement. Pour moi, ce n'est pas les mêmes électeurs qui sont passés de l'un à l'autre. Je pense que c'est les mêmes lieux et les mêmes milieux. Mais quand je dis, si on résumait ça d'une formule, ce sont les enfants ou les petits-enfants des communistes qui, aujourd'hui, votent pour le Front National. Parce que maintenant, c'est une vieille affaire. On a parlé des transferts de l'un à l'autre dès le début des années 80, en 2019. Donc il y a beaucoup de communistes de 80 qui sont, hélas, décédés aujourd'hui et qui ont été remplacés. Et quand vous regardez des monographies assez fines, notamment de ce qui se passe dans des régions ouvrières comme le nord-est de la France, quand on regarde Hénin-Beaumont ou Noyelles-Godault qui est à côté, qui est justement le berceau de Thorez, son lieu de naissance, c'est une France qui est historiquement communiste, mais ce sont les enfants, les petits-enfants. Et beaucoup nous disent, mon grand-père était mineur, il était à la CGT, ma grand-mère militait au PC, etc. Mais moi aujourd'hui, si on veut défendre les ouvriers, parce qu'il y a un habitus ou un ethos, comme dirait Bourdieu, de classe qui est demeuré dans ces milieux-là, mais qui était transféré vers le Front National. Donc c'est plus, à mon avis, des sauts de génération, mais on est sur des sociologies qui sont proches. Ensuite, sur la question de la sécession et sur la question des gilets jaunes, moi, ce qui m'a frappé, c'est que on a, au début de ce mouvement, quelques semaines après son lancement, on dit bon, en fait, on a sans doute les prémices potentielles d'un mouvement 5 étoiles à la française. Donc, c'est le mouvement 5 étoiles en Italie. Sauf que très vite, vous avez raison, il est apparu que il n'y avait pas de tribun de la plèbe, il n'y avait pas de leader charismatique. Mais quand on regardait un petit peu les reportages consacrés aux Gilets jaunes, ou quand on allait sur les sites dont ils se revendiquaient, eh bien, on constatait qu'il y avait une figure qui planait, qui était convoquée en permanence, c'est celle de Coluche. Et on aurait pu penser que Coluche aurait été vivant, on ne peut pas refaire l'histoire, mais peut-être aurait-il pu jouer le jeu ou le rôle de tribun ou d'un bébé Grillo à la française. Et d'ailleurs, comme on dit, ça n'a pas échappé au bon sens des Gilets jaunes qui tout de suite ont convoqué cette figure-là. Et donc, sans tribun, avec aussi un rapport aux politiques qui est très particulier, on coupe toutes les têtes qui dépassent, eh bien, ce mouvement très puissant sur les ronds-points a accouché d'une souris dans les urnes, puisque les listes qui se revendiquaient explicitement du mouvement ont fait des scores epsilonesques. Mais ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec ce mouvement et avec ses revendications et les fractures qu'elle a révélées, qui sont toujours béantes, mais qui peuvent, à mon avis, s'exprimer sous une autre forme dans l'avenir. On le verra. Bien, la parole est à la salle. J'espère qu'il y a des questions, c'était passionnant. Oui, Bernard. Vous nous avez parlé du Front populaire. Est-ce que vous ne prolongez pas le roman national? Car le Front populaire n'a pas donné le droit de vote à la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes. Il a fallu attendre un général catholique du nord de la France. Et en plus, la Chambre des députés du Front populaire a voté les pleins pouvoirs Pétain. Sur les pleins pouvoirs, je crois savoir qu'il y avait une partie des députés qui siégeaient pas à l'époque, on s'était déjà occupé d'eux. Moi, le propos, c'était pas de faire le panégyrique du Front populaire, chacun fera son opinion là-dessus. Je prenais juste cet épisode, cette période historique à témoin, au sens où, et encore une fois, c'est pas le Front populaire, c'était l'élection du Front populaire comme moment d'affrontement paroxystique entre la gauche et la droite. Donc voilà. Et en dernière instance, ce qui a structuré les votes à l'époque, quand on regarde, c'est la dimension religieuse qui jouait peut-être encore davantage que la dimension politique. Mais je n'étais pas sur l'idée de faire l'apologie du Front populaire, même s'il y a quand même des grandes choses qui ont été faites, c'était juste, je l'ai convoqué à titre d'exemple sur ce qui peut être le sous-bassement à l'époque de l'affrontement gauche-droite qui ne réside pas forcément là où on pensait qu'il était. Dans votre livre, vous parlez abondamment de fractures, de clivages, d'îlots, puisque vous donnez la définition de l'archipel, mais vous vous gardez bien de partir vers le communautarisme. Rapprochez de votre... Est-ce que vous pouvez préciser
la différence qui ne m'a pas semblé si évidente que ça dans votre livre. Donc je voudrais bien une précision. On a effectivement des traces ou des signes de communautarisme dans certains quartiers de nos villes notamment. Mais je n'ai pas mis la focale, vous verrez dans le livre, exclusivement là-dessus, en disant c'est qu'un aspect du problème. Il y a tous ces phénomènes de fragmentation qui ne sont pas forcément sur base communautaire ou religieuse ou ethnique, qui s'opèrent aussi. La question, on a parlé des élites, des milieux populaires, on voit ce qui se passe maintenant avec les gilets jaunes. Néanmoins, bien évidemment, l'idée n'est pas, encore une fois, j'étais un peu attaqué là-dessus, de mettre des choses sous le tapis, et donc il faut montrer la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. On voit effectivement que le choix réitéré dans les familles issues d'immigration pour ce type de prénom, avec un fort décollage depuis le début des années 2000, coïncide avec d'autres données, des données de sondage qui montrent que par exemple sur le suivi des interdits alimentaires, sur le port du voile pour les femmes, sur les mariages mixtes. Donc là, les 3 premiers indicateurs que je vous donne, c'est des données de sondage, mais sur la question des mariages mixtes, c'est les travaux de l'INED qui montrent qu'il y a un coup d'arrêt qui a été donné. Là où je me suis méfié aussi, où j'ai pris mes distances avec l'idée de communautarisme, c'est que je ne voulais pas accréditer l'idée que parmi la population, j'ai mis 18,8%, c'est pas des Français, c'est des naissances, donc il y a toujours un décalage dans le temps, vous avez une grande diversité de profils et d'attitudes. Et donc on n'est pas bloc à bloc, on va avoir une population déjà différenciée géographiquement, en termes d'origine, parce qu'on est du Maghreb, de Turquie, d'Afrique subsaharienne, c'est pas la même chose. Culturellement, quand on regarde sur les prénoms, par exemple, il y a pas mal de prénoms qu'on retrouve qui sont de tradition ou d'origine turque, mais il faut encore affiner, vous avez aussi des prénoms kurdes. Et donc en fait, on a des îles et des îlots, des mini-archipels dans l'archipel. Ça c'est le premier point, donc c'est pas bloc contre bloc. Et deuxième point, pour ces immigrations qui sont arrivées ici en France, dont certaines ces populations depuis très longtemps, on a des phénomènes qui sont contrastés. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de ces populations qui sont à bas bruit, lancées ou déjà bien avancées dans un parcours d'intégration, voire d'assimilation. Et donc je rappelle de manière volontaire, et on a eu encore des événements récents là-dessus, que les 3 premières victimes de Mohamed Merah sont des parachutistes français d'origine maghrébine, que le policier qui est tombé devant Charlie Hebdo s'appelait Ahmed Merabet. Et donc porter ce type de prénom ne présage, on présume en rien sur le degré de patriotisme de ces populations, et que beaucoup, enfin une partie ont payé le prix du sang, et donc en termes d'intégration de la nation, ça se pose quand même là. Et d'autres, encore une fois, à bas bruit, sont engagés dans un parcours d'intégration. Mais dans des départements comme ici, pour les familles qui sont non issues de l'immigration, ça a pris aussi beaucoup de temps souvent, c'est-à-dire des grands-parents, des arrière-grands-parents agriculteurs ou vignerons, des parents instits, et puis des petits-enfants qui sont devenus cadres, etc. Bon, ces populations, une partie de ces populations sont engagées dans ce processus. Donc c'est pour ça que je faisais attention avec cette question de communautarisme, même si on le voit dans certains territoires, ce processus est moins facile aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec les jeunes filles, qu'il a pu être par le passé. Et donc, on va avoir des statistiques globales qui mêlent des réalités qui sont contrastées, donc il faut les regarder avec attention. Oui. Pierre Pérez et puis Caroline Clavel. Laurent, merci infiniment pour le remarquable exposé que vous nous avez fait. Je voudrais savoir si vous avez analysé l'impact que peut avoir dans cette mosaïque sociale l'âge et le handicap aujourd'hui. Sur la question du handicap, je ne me suis pas posé cette question. On peut néanmoins considérer que c'est parce que c'est un groupe social, c'est compliqué, parce que là aussi, sur les différentes formes de handicap, mais on est sur une réalité qui est plus montrée aujourd'hui
qu'elle ne l'était par le passé, même si la place accordée à ces personnes est peut-être laisse encore à désirer sans doute, mais que cette réalité-là, elle est moins cachée, elle est moins niée, elle a plus pignon sur rue, si je puis dire. Pour ce qui est de l'âge, je vous parlais tout à l'heure de la question du tatouage ou l'attitude sur la PMA ou autre. On a de tout temps eu des différences générationnelles assez marquées, mais là, moi j'ai le sentiment que c'est des visions du monde qui sont assez différentes selon les tranches d'âge. Ce qu'on constate aussi au plan électoral, alors vous allez me dire que ça ne date pas d'hier, mais les choses sont très marquées. Et dernier point, parce que les choses sont compliquées, attention aussi aux discours qui ont tendance à homogénéiser ou globaliser selon l'âge. Quand on a dit, par exemple, les dernières élections européennes, les jeunes ont voté pour les écolos. Bon, ok. Alors déjà, il y a 70% de jeunes qui ne sont pas allés voter. Donc voilà. Et parmi ceux qui sont allés voter, Europe Écologie Les Verts est certes en tête, mais fait 25%. Donc c'est pas, on n'a pas une génération verte qui est là. Elle est peut-être plus verte que les générations d'avant, mais voilà. De la même manière, vous le voyez dans vos territoires, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un retraité de l'agriculture d'un village rural et puis un retraité plus aisé qui peut-être n'a pas trop d'attache ici, qui est venu passer sa retraite au soleil et pas trop loin de l'eau. Bon, ben voilà, ils ont le même âge, mais il y a des fractures très très importantes en termes de profil et de vision du monde. Même si ce qu'ils peuvent avoir en commun, c'est peut-être que sur un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des fondamentaux, ils sont à peu près sur la même longueur d'onde, alors que les générations qui les suivent peuvent être aussi divisées socialement ou politiquement, mais avoir un référentiel qui a quand même pas mal migré ou bougé. Est-ce que cette désintégration dont vous parlez permet quand même de rester un peu optimiste? Et ensuite, vous parlez de l'archipel français, est-ce qu'on peut comparer à d'autres pays en Europe ou aux États-Unis? Le propos est peut-être un peu sombre, mais il y a quand même un certain nombre de forces de rappel qui existent encore dans la société française. Le sous-titre, c'est Naissance d'une nation multiple et divisée. Donc, il y a quand même l'idée que ça tient encore ensemble, même si voilà, les passerelles et les ponts se sont allongés pour relier les îles de l'archipel. Ce qui est en commun encore, on peut citer différents éléments, la langue, le fait qu'il y ait une histoire commune, même si il faudra regarder dans quelles conditions elle est transmise, parce qu'il y a la question de la transmission qui, à mon avis, est centrale dans une société qui est archipélisée. Et puis, on a des choses qui sont... bon, excusez-moi, on voit aussi au moment heureux ou douloureux du pays. On a parlé tout à l'heure de la victoire des Bleus, alors on ne fait pas pays là-dessus seulement. Je pense qu'il y avait pas mal de trompe-l'œil, parce que j'explique aussi dans le livre, mais il y a quand même eu un moment de ferveur. On le voit dans des heures plus sombres et tristes, ce qui est en train de se mettre en place maintenant quand de corps de soldats français sont rapatriés quand ils sont tombés en opération. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de gens qui allaient saluer aux invalides, des civils ou des anonymes. Donc il y a quand même, c'est pas toute la société française qui est là, mais il y a des choses qui existent. De manière moins héroïque et symbolique, mais très concrète, on a aussi le modèle social français, c'est-à-dire des retraites par répartition. Les Gilets jaunes nous ont rappelé que la pression fiscale était très forte, mais il y a aussi le système de redistribution. Et donc tout ça maintient quand même une certaine cohésion dans la société française. Alors après, votre question sur ce qui se passe ailleurs, là aussi, on peut se rassurer en disant qu'on n'est pas tout seul dans le bateau et qu'en fait, ce sont des phénomènes qui touchent l'ensemble, alors je n'ai pas fait l'inventaire, mais qui touchent beaucoup de sociétés à des degrés plus ou moins avancés. Là où c'est sans doute plus douloureux et plus compliqué chez nous, c'est que nous n'avons pas, contrairement à d'autres pays, un certain nombre de traditions, de réflexes, de modes de fonctionnement qui pourraient nous avoir préparés à cette diversité, cette diversification croissante.
donne juste 2 exemples. J'ai été très étonné comment, sur le fait sur la manière dont a été traitée la crise catalane par les médias français. Alors, surtout au nord de Paris, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont espagnols. Mais non, il y a presque la moitié qui veulent être d'abord catalans. Ça, c'est quasiment intellectuellement incompréhensible pour beaucoup de nos concitoyens. Donc ces pays fédérés ont, de manière conflictuelle, l'habitude de gérer, plus ou moins bien, on le voit, une forme de diversité. Autre exemple plus nordique, ce qui se passe en Belgique. Donc j'ai eu l'occasion de discuter du livre avec une journaliste belge, et je me demandais, mais au fait, parce qu'elle me questionnait justement sur le communautarisme et autres, et sur les mariages mixtes. Je dis, mais attendez, on va peut-être parler d'autres mariages mixtes. Est-ce qu'il y a beaucoup de mariages mixtes en Belgique entre flamands et wallons? Alors elle réfléchit, puis à un moment elle sourit, elle me dit, mais je regarde dans mon entourage, et puis en fait je crois que ça n'existe quasiment pas. Donc on n'a pas été vérifié, mais tout ça pour vous dire qu'on a un pays, la Belgique, qui depuis le début fonctionne au minimum sur un mode binaire, voire ternaire, avec une minorité germanophone. Et donc du coup, ça aide sans doute à être plus agile ou à mieux gérer ce phénomène de diversification, alors que chez nous, on a, on l'a rappelé tout à l'heure, une histoire qui est conflictuelle et il y a une grande diversité aussi en France, mais le récit collectif, c'est quand même un et indivisible. Et donc ça vous arme quand même moins bien à gérer ce type de phénomène que d'autres nations connaissent aussi à leur compte aujourd'hui. Je vous remercie. Je crois qu'on peut à nouveau applaudir très fort notre conférencier. Et je vous rappelle son bouquin. C'est rare que je le fasse, mais là, je vous conseille vivement d'acheter parce que c'est un livre qui peut rester sur votre bureau et qui vous sert à tout moment quand vous essayez d'écrire des petites choses. Voilà.